Bonjour à Freddy Bastin, Bonjour Frédéric. Historien, romancier de la région, c'est le Pierre Bellemare du Royan. Vous avez été professeur d'histoire, consultant international, et puis vous profitez de la retraite pour vous consacrer à votre passion, l'histoire. Et vous relatez souvent dans vos livres la vie de petites gens du Royan ou de la région. Malheureusement, dans l'histoire qu'on nous apprend à l'école, on ne parle que de traités, de dates, de batailles, de grands faits politiques. Et on ne parle pas beaucoup de tous les milliers de gens qui sont impliqués dans ce genre de conflit et qui souffrent de la faim, qui ont peur, qui se font massacrer, qui se font insulter, humilier. Ceux-là, on n'en parle jamais. C'est comme s'ils n'existaient pas. Mais c'est précisément la vie de ces personnes-là qui m'intéresse. C'est ceux qui ont fait la région et la richesse de la région qui m'intéressent particulièrement. Des héros de tous les jours. Oui, des héros de tous les jours, des héros aussi un peu exceptionnels à certains moments, comme je le montre dans mes livres. Oui, comme Antoine, justement, on découvre au Vigny. fil du roman. Alors moi, j'ai lu avec intérêt votre livre parce que j'aime aussi l'histoire. Et puis de savoir que dans une région comme celle-ci, qui est chargée, vraiment chaque lieu, quand on se promène, eh bien moi qui ne suis pas forcément du Royan, eh bien j'aurai un autre regard justement sur la région. C'est parce que ici, il y a du vécu. Il y a eu des guerres très, très violentes, hein, parce que vous le décrivez très bien dans votre roman. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, surtout, parce que contrairement à beaucoup d'historiens, des fois, c'est fatigant de lire des livres d'histoire, même si on aime. Vous avez ce côté aussi romancier, vous savez décrire les choses. J'avais l'impression, en lisant votre livre, de me retrouver dans une salle obscure de cinéma, dans un fauteuil rouge bien douillet, et de voir défiler la vie d'un nouveau Robin des Bois. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est un peu à parti pris. C'est-à-dire que si on étudie des archives et qu'on essaie de rapporter point par point ce qu'elles disent, eh bien on fait un livre aussi intéressant qu'un bottin téléphonique. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se glisser dans la peau des personnages et d'essayer de comprendre comment ils ont vécu ces passages-là, quelles ont été leurs interrogations, quels ont été les choix qu'ils ont faits, les risques qu'ils ont courus. Quand ils ont couru le risque de leur vie, par exemple, à certains moments, et ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. C'est ce qui fait vivre un récit. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bien sûr, il y a une part de romanesque et d'imagination, mais ça s'appuie sur des faits authentiques, certifiés, qui sont répertoriés dans les archives et qu'on peut consulter et dont je donne d'ailleurs toutes les références dans mes livres. C'est ce que j'ai remarqué justement en lisant votre roman, c'est que les personnages n'ont pas changé d'identité. Vous avez conservé justement leur nom, puisqu'à la fin du livre, il y a des notes, des annexes et des appendices pour se référer justement à l'histoire. Et là, j'ai constaté qu'effectivement, eh bien, Antoine, c'est son vrai nom, et tout ce qu'on peut découvrir dans ce livre n'a pas été changé. Ça permet aussi en même temps de pouvoir mieux se repérer. Et franchement, c'est digne d'un scénario. C'est digne d'un scénario, on a l'impression d'être vraiment comme dans un film. Et c'est ça qui est vraiment, justement, je dirais, l'attrait de votre roman. C'est ce que j'essaie de faire dans la plupart de mes récits, c'est-à-dire c'est de garder le sens de la vie à chaque moment et d'en faire un reflet de la vie que nous pouvons vivre également. Ce n'est pas différent de ce que les gens ont vécu ici à différentes époques. Ce qui s'est passé pendant la résistance de la dernière guerre relève un petit peu du même genre de récit. Alors, si on en fait un récit purement historique, bien sûr que c'est intéressant parce que ça retrace des faits exacts, mais ça peut être ennuyeux si on n'y prend pas garde. Oui. Et votre livre, justement, ne s'ennuie pas un seul instant. Alors, la particularité, il est fait en deux parties, c'est-à-dire livre 1, livre 2. Pour moi, la partie 1, c'était plus l'histoire, les guerres, le parcours d'Antoine, sa jeunesse. Et puis, au livre 2, on est face à un homme déjà mature, qui a quand même fait ses preuves. Et puis, il y a une histoire d'amour qui se profile au livre 1, mais au 2, qui s'affirme. Voilà, par un mariage, par une descendance. Donc, je dirais que ce livre s'adresse à plusieurs lecteurs, pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment la romance, pour ceux qui aiment l'action, pour ceux qui aiment le suspense. Vraiment, c'est un livre complet. Alors peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Oui. Le trésor du dauphin, le prix du silence. Alors j'ai lu au début, je me suis dit, comment notre auteur va-t-il nous emmener à partir de la mort d'un roi, parce que le livre commence comme ça, comment le lecteur, sans perdre le fil conducteur, va nous amener à son histoire. Bon.
historiquement, c'est assez simple. La mort d'Henri II à Paris, tué par son capitaine Montgomery, a été le point de départ des véritables guerres de religion. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des tensions auparavant, mais il n'y avait jamais véritablement eu d'affrontement militaire. À partir de 1562 et de la mort d'Henri II, la royauté connaît un certain flottement et les grands féodaux en profitent. Les villes protestantes en profitent, entre guillemets, d'une certaine façon pour prendre leur indépendance. Et c'est alors aussi que se situe à Valence cet épisode extraordinaire et terriblement dramatique de l'assassinat du lieutenant général du roi par les protestants qui le poursuivent dans sa maison et finissent par le pendre à son balcon, déjà mort, il avait déjà été tué, mais enfin il est pendu à son balcon, ce qui donne une idée de l'insurrection qui se passe dans les provinces à ce moment-là. Et ça, c'est le point de départ. Ensuite, bien sûr, il y a la cavalcade du baron des Adrets, la chevauchée plutôt du baron des Adrets. Il y a tout ce qui s'en est suivi, les multiples guerres de religion qui s'en sont suivies à partir de là. Un jour, les protestants gagnaient, un jour, les catholiques gagnaient. Chaque fois, ça faisait quelques dizaines ou quelques centaines de morts, de gens qu'on tuait, qu'on brûlait, qu'on coupait en petits morceaux. Et ça ne s'achève véritablement qu'au début du XVIIe siècle, en 1628, avec la prise de La Rochelle et les interventions de Richelieu et de Louis XIII. Dans toute cette période qui va de 1562 à 1628, ce n'est qu'une suite de guerres, de massacres, de tueries, de prises de possession un jour de l'un, l'autre jour de l'autre, qui débouchent, assez bizarrement d'ailleurs, sur une période d'essor économique assez incroyable au XVIIe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on sait que dans la région, il y avait des trésors cachés, et c'est ce que votre livre aborde très bien, justement, le prix du silence. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, il y a une réalité. C'est-à-dire que le dauphin Humbert Ier est venu mourir au monastère du Val-Sainte-Marie, à Bouvante, en 1306. Il s'est retiré pour, soi-disant, a-t-on dit, expier les fautes qu'il avait commises pendant ses guerres contre le duc de Savoie. Et il aurait apporté quelque chose, comme la plupart des nobles de l'époque ou des gens des riches qui se retiraient dans les abbayes apportaient un cadeau. Et on est certain qu'il a apporté quelque chose. Or, ce quelque chose, on n'en trouve mention ni dans les archives de Chartreux de Bouvante, ni dans les archives de la Grande Chartreuse, bref, nulle part. Et le bruit court dans la région que, comme il est mort quelques mois après son arrivée, et que le prieur qui l'avait accueilli est mort lui-même très peu de temps après, le prieur aura probablement caché le trésor quelque part, et on ne l'a jamais retrouvé. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu votre roman, sans trop en parler, hein, bien sûr, parce que le but c'est quand même de le lire, nous faire un petit... Voilà, qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire ce livre-là? Puisque vous avez déjà une connaissance sur l'histoire, pourquoi vous êtes intéressé sur ce personnage, Antoine, hein, c'est quand même notre héros du livre. D'abord, j'habite le Royan depuis 1998. J'ai eu la chance d'habiter une ancienne chapelle de Chartreux qui appartenait à ma compagne et que nous avons tous les deux restaurée. Et j'ai voulu en savoir davantage sur ce qui s'était passé, parce qu'on me racontait beaucoup d'histoires, mais je voulais en savoir plus. J'ai passé beaucoup de temps aux archives diocésaines, aux archives de Valence, aux archives de Grenoble. Et un beau jour, à force, j'ai réappris à refaire de la paléographie, donc à relire ces écritures extrêmement difficiles à lire du XVe et du XVIe siècle. J'ai refait aussi du latin, donc je me suis replongé dans mes anciennes amours. Et un jour, je tombe sur un document que j'avais laissé de côté parce qu'il était très difficile à lire. L'écriture était vraiment hiéroglyphique et il faisait 7 ou 8 pages. Je l'avais laissé de côté. Et un beau jour, je me suis dit, allez, je m'y attache. Et je l'ai déchiffré lettre par lettre. J'ai découvert une histoire absolument extraordinaire et ébouriffante. C'est cette histoire du héros central du livre, Antoine Vigne, qui, en 1586, rentre à Bouvante, après avoir été voir de la famille, et découvre, il est consul du village à ce moment-là, donc il est l'équivalent du maire, et il découvre son village à feu et à sang. Et il se fait que c'est une bande de pillards, soi-disant protestants, mais en fait surtout des pillards de Digne, qui étaient venus
mettre à sac le village, violer les femmes, malmener les hommes, brûler des maisons et surtout emporter tout le bétail. C'était le mois de janvier 1586 et voler son bétail à des paysans à l'époque, c'était les condamner à mort pour l'hiver. Donc cet homme, Antoine Vigne, a rapidement pris sa décision. Il a pris ses adjoints, comme un maire de l'époque actuelle l'aurait fait. Il a pris ses 2 adjoints avec lui. Il est descendu à Die et les mains vides, sans armes, il est allé trouver le chef des brigands et il lui a dit « Rendez-moi mon bétail ». Alors là, j'ai trouvé qu'il fallait un courage tout de même hors du commun, à cette époque-là, comme maintenant, d'ailleurs ce serait le cas, pour aller ainsi affronter quelqu'un, aller dans la gueule du loup, affronter quelqu'un et lui demander des comptes alors qu'on n'a pas de monnaie d'échange. Et qu'est-ce que le chef des brigands a fait? Il lui a dit, c'est très bien, je vais vous rendre votre bétail, mais avant vous allez m'apporter 250 écus d'or, et si vous ne me les apportez pas samedi, je vais libérer vos adjoints, s'ils ne sont pas venus m'apporter 250 écus d'or, c'était une somme considérable à l'époque, vous brûlez. Le bûcher est là, à côté de la cathédrale, et vous brûlerez samedi. En attendant, je vous mets en cellule, et lui, je le libère. Et l'adjoint est allé à pied à Chabeuil, puisqu'il n'avait pas d'autre moyen de locomotion. Il est allé retrouver un ami du consul, un ami d'Antoine Vigne, qui lui a prêté 2 charrettes de froment en plein hiver. Il est allé les vendre à la foire de Romans, et il a eu le temps de revenir à pied et de jour, parce que de nuit il avait peur de se faire détrousser, avec les 250 écus d'or à Die. Comment est-ce que nous le savons? Eh bien, c'est parce que le document que je suis enfin arrivé à déchiffrer, c'était une note de frais établie par un notaire à la demande d'Antoine Vigne, qui était furieux que le prieur des Chartreux, dont c'était normalement la responsabilité, s'était caché pendant tout cet épisode, alors qu'il aurait dû être là pour lui traiter avec les brigands, au péril de sa vie, bien entendu. Alors, pour pouvoir récupérer et les jours qu'il avait perdus, et faire payer la vie d'un de ses adjoints, parce que celui qui avait été enfermé en prison avec lui à Die pendant ce temps-là était mort, on l'avait laissé sans rien, sans manger ni boire, il était mort au terme de 8 jours, eh bien, il a fait rédiger une note de frais, comme une note de frais d'un voyageur de commerce, par un notaire ici à Saint-Jean-en-Royan, pour aller les porter au prieur de l'époque, qui s'appelait Jean d'Agonau. Alors, excusez-moi, cette petite anecdote, je l'ai lue dans votre livre, cette dette que justement Antoine doit payer pour pouvoir se libérer. La question que je me suis posée, justement, vous parlez de vos recherches, comment avez-vous récupéré toutes ces informations pour pouvoir justement construire votre livre? Ça se fait, d'abord il faut reconnaître que les archives du monastère du Val-Sainte-Marie, qui sont tenues aux archives de Valence, sont fort bien tenues. La plupart sont rangées par des historiens antérieurs. Elles ont été bien répertoriées. Il y en a quand même pas mal qui sont un peu pêle-mêle, mais enfin elles ont moins d'importance. Mais on y trouve beaucoup de choses. Ensuite, il faut aller voir un peu partout. C'est un petit peu le travail de l'historien, c'est d'aller piocher un peu partout, d'aller fureter partout où il peut. Parfois dans des archives municipales, on trouve encore des choses qui ne sont pas détenues à Valence, mais qui sont des archives municipales. Il faut un peu de chance. Des archives diocésaines, d'autres archives départementales à Grenoble, où sont les archives de la Grande Chartreuse. Voilà, après avoir fait beaucoup de recherches, petit à petit, on arrive à rassembler tous ces faits-là. Parfois, on trouve des livres écrits à l'époque sur ce genre de sujet-là. Il y a évidemment l'histoire générale du Dauphiné de Nicolas Chaurier qui m'a beaucoup aidé, où il parle beaucoup de ces périodes-là. Il y a aussi un notaire d'Antoine l'Abbaye, Saint-Antoine l'Abbaye, qui a écrit un livre de raison sur tous les événements de cette époque-là. Et ensuite, il y a quelques mémoires. Le mémoire des frères Gay, par exemple, qui n'a rien du tout à voir avec le mot gay auquel on attribue un sens différent aujourd'hui. Il s'appelait Gay. C'était 2 frères qui étaient militaires dans les troupes protestantes à l'époque de guerre de religion et qui ont écrit au jour le jour ce qui leur est arrivé. Qui donnent aussi beaucoup de renseignements piquants sur la façon dont les soldats vivaient à cette époque et la façon dont ils s'emparaient des villes. Alors, la région du Royan, d'après votre livre, on voit que c'est dualité entre catholiques et protestants, parce que c'est vrai qu'à l'école, quand on apprend l'histoire, on parle des protestants, on parle des huguenots. Ici, dans votre livre, ils ont un autre qualificatif, la nouvelle opinion.
Alors, d'où venait cette étiquette, en fait? Au début de l'existence du protestantisme dans la région, c'était effectivement une nouveauté. Beaucoup de gens s'y intéressaient pour des raisons parfois très simples, c'est que certains protestants refusaient de payer l'impôt en disant qu'ils n'étaient pas inscrits dans la Bible. Et le clergé de l'époque les appelait la nouvelle opinion, qu'on a appelé postérieurement, sous l'influence du Vatican, la religion prétendument réformée. Et c'était la RPR de l'époque, la religion prétendument réformée. Donc on l'appelle dans le livre de l'époque la RPR. Mais tout au début, on l'appelle la nouvelle opinion, ou les religionnaires, disait-on aussi à l'époque. Voilà. Et d'où c'est venu ça en fait? Parce que c'est local? Non. Pour faire une to make a long story short, pour abréger cette histoire, tout commence au début du XVIe siècle quand Luther trouve que le clergé catholique se conduit mal, ce qui était effectivement le cas, qui trouve que les évêques étaient des princes avec des possessions temporelles beaucoup trop importantes. Vous savez, l'évêque de Die, par exemple, n'arrivait pas à faire la liste de toutes les propriétés qu'il avait. Donc, c'était des gens extrêmement riches. C'était des princes. Hein, on les appelle d'ailleurs comme ça. Des princes de la religion. Et Luther, dégoûté de voir le mercantilisme dans lequel était tombée l'Église catholique, a rédigé des placards en 1520 et a accusé l'Église catholique de beaucoup de maux qui étaient tout à fait parfaitement justifiés, et a proposé une autre façon d'aborder la religion, se basant davantage sur les textes sacrés, sur le Nouveau Testament et sur la Bible, qui à l'époque n'était pas lu. Hein. Les gens ne connaissaient pas la Bible avant Luther. Et il s'est appuyé sur la traduction, c'est lui qui a fait la traduction de la Bible, d'abord en allemand, et puis ensuite elle a été traduite en langue vulgaire en français, imprimée par Gutenberg à Mayence, et elle s'est répandue. Le clergé catholique n'était pas content du tout de voir que la Bible se répandait. C'était même un délit. Quand on trouvait la Bible dans un foyer, les gens étaient suspectés d'être hérétiques, et ça les a conduits parfois très loin, parfois au bûcher. Et la caractéristique du protestantisme à l'époque, c'était d'être plus simple au point de vue, comment dirais-je, rituel, que le clergé n'avait pas du tout la même position, les pasteurs n'étaient pas assujettis à une autorité temporelle, comme c'était le cas des prêtres, des évêques, des cardinaux qui étaient assujettis à Rome. Il n'y a pas de pape. Et chacun est beaucoup plus maître de sa conscience vis-à-vis du Créateur. Bon, c'est donc une réorientation totale de la philosophie, de la religion, de la façon dont l'homme se conçoit dans le monde, et ça attire beaucoup sur le sens sur la responsabilité. Et une des caractéristiques du protestantisme qui a beaucoup contribué à son succès, c'est de mettre un accent énorme sur l'instruction et l'éducation. Chaque pasteur donnait cours tous les dimanches, et dans une école qui était bien souvent dépendante de la maison du pasteur, du temple, et tous les enfants protestants pouvaient lire et écrire, à l'inverse des catholiques qui souvent étaient restés illettrés. On le voit d'ailleurs très bien à Pont-en-Royans, dans mon deuxième bouquin, j'explique que on sait combien il y avait de catholiques et de protestants à Valence, et on sait que les protestants étaient beaucoup plus éduqués, parce que sur le registre des tailles, le registre des impôts, ils signent de leur nom. Les catholiques signent d'une croix, en particulier les femmes. Qui veut dire qu'elles ne savaient pas écrire. Oui. Alors, avant d'aborder le deuxième roman, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu brièvement le parcours justement de notre héros, sa vie, c'est son combat, parce que c'est vrai que moi, il y a des scènes qui sont très violentes hein, quand même. Je trouve que c'est la réalité, c'était l'époque. Il y a un langage où il faut s'adapter aussi, parce que pour le lecteur qui n'est pas je dirais averti, vous employez tous les termes d'époque, hein, les armes, donc je me suis un petit peu référée à vos annexes. C'est vraiment voilà très riche. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous en parler en quelques mots, sans nous raconter bien sûr l'histoire, parce que il y a un trésor, et bien c'est au lecteur d'aller chercher justement, d'aller découvrir ce mystère.
L'histoire commence à la création du monastère du Val-Sainte-Marie à Bouvante, en 1144. Donc le monastère se crée, quelques siècles plus tard, le dauphin Bert Ier y vient, il arrive à cheval avec un serviteur, il devient moine, et il meurt quelques mois plus tard. Donc on pense qu'à ce moment-là, le trésor est quelque part. Ensuite, quelques siècles plus tard, au début du XVIe siècle, il y a un jeune garçon qui s'appelle Antoine Vigne, et qui est le fils du grangier. Un grangier, c'est un fermier à l'époque, donc c'est quelqu'un qui dirige une grange, on dirait aujourd'hui une ferme. Et Antoine Vigne est un petit garçon qui est mis sous la protection d'un frère convers. Les frères convers n'étaient pas moines de cloître, c'était des frères qui pouvaient sortir du monastère et qui administraient les fermes. Donc il est pris sous l'aile d'un frère convers qui lui apprend un peu le métier des armes, pour s'amuser avec lui quand il est adolescent. Et ça va bien servir plus tard à Antoine Vigne, puisque au début des guerres de religion, il y a une troupe qui fait irruption dans sa ferme, qui malmène ses sœurs, et lui arrive à ce moment-là, en revenant de la campagne avec sa hache à la main, sa doloire, qui était la hache destinée à aiguiser, à plutôt équarrir les troncs d'arbres, et il tue un soldat d'un coup de hache, ce qui lui vaut d'être proscrit. Et pour pouvoir échapper à la potence, et avec l'aide des Chartreux, qui connaissent sa valeur, il s'inscrit, il va s'enrôler dans les armées du roi de France, et dans les armées du lieutenant général de l'époque, Maugiron. Il se bat contre les protestants, et un jour, au cours d'une de ces batailles, il tombe nez à nez avec un ami d'enfance qui était de Pont-en-Royans et qui lui était protestant. Alors, je ne vais pas raconter tous les détails, mais ils vont connaître tous les deux des péripéties assez étonnantes, jusqu'au moment où les guerres vont se calmer, et Antoine va se retrouver marié à la sœur de son ami, à Nicolène, et va fonder une famille à la Courerie, à Bouvante, en milieu catholique. Alors on va avoir une idée un petit peu de la vie menée par les paysans à l'époque, avec les fêtes de l'époque, avec les problèmes des disputes entre voisins, et il va y avoir un autre coup de tonnerre. Les guerres de religion ne sont pas terminées, et un jour Antoine aura à défendre sa famille au péril de sa vie dans sa propre ferme, et c'est là que ses connaissances militaires lui viendront bien à point. Et puis il va arriver à la fin de sa vie, jusqu'au moment où on va reparler du trésor, mais là je ne peux pas en dire davantage. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce trésor, on en parle au tout début du livre. Je me suis dit, mais il a dû oublier quand même qu'il a dû perdre le fil de son histoire. Mais non, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ficelé comme un polar, en fait. C'est ficelé comme un polar, il y a un suspense, et jusqu'au bout, vous nous emmenez vraiment à aller chercher, on a envie. Moi, ce livre, j'étais partie pour le lire une semaine, j'ai lu en 3 jours, parce que justement, on a envie de savoir. C'est vraiment passionnant. J'invite les lecteurs à se procurer ce livre. Alors, justement, Freddy Bastin, où on peut trouver votre ouvrage? On peut le trouver dans toutes les librairies de la région, donc les Cordeliers à Romans, bien sûr à Saint-Jean, à la librairie du village. On peut le trouver à Pont-en-Royans, au tabac presse de Pont-en-Royans. On peut le trouver à Saint-Laurent, à l'épicerie de Saint-Laurent. On peut le trouver dans le Vercors, à La Chapelle. On peut le trouver à Saint-Marcelin, au marque-page, ou bien à la librairie du lycée, ou bien on peut s'adresser à moi directement. Donc on donnera mon adresse email et je peux l'envoyer à qui le demande. Pas de souci, le lien sera affiché à la fin de notre interview. Ce livre n'est que le volet de plusieurs histoires, parce que là c'est le premier volume, et il y a encore 2 autres livres derrière, donc le prochain. Le second s'appelle Le chemin de l'espoir, et c'est la suite de l'histoire de la famille en fait, mais qui se passe cette fois-là à Pont-en-Royans, puisque après la mort d'Antoine, son épouse va rejoindre sa famille à Pont-en-Royans, ils sont en milieu protestant, et cette famille va connaître un essor économique, qui sera d'ailleurs l'essor économique de toute la région, dans le textile, à Pont-en-Royans. Et puis, après avoir connu la richesse, la fortune, le mariage avec des gens de la noblesse, et avoir fondé une nouvelle famille, ses petits-enfants vont devoir s'expatrier à Genève à la suite de la révocation de l'édit de Nantes et de l'interdiction du protestantisme par Louis XIV. Ça, c'est le sujet du second livre, Le chemin de l'espoir, qui raconte
D'abord, comment une région comme celle-ci est arrivée à connaître une croissance économique surprenante et fulgurante au XVIIe siècle, avec énormément de métiers qui se sont créés et dont il reste toujours des éléments actuellement, mais qui malheureusement pour beaucoup ont disparu, et comment ces techniciens de l'époque sont allés faire fortune en Suisse, en Allemagne ou dans des pays voisins, tout simplement parce que notre grand roi de l'époque n'avait pas accepté de leur voir exercer leur religion dans leur foyer librement, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien, merci Frédis Bastin pour cette mise en bouche concernant le chemin d'espoir. Nous aurons l'occasion d'en reparler pour une prochaine émission. Et dans cette attente, nous nous disons au revoir. Au revoir, ce sera avec plaisir. Merci.